Hey, voici une gang de molécules et de composés ioniques et vous êtes capable de prédire avec ce qu'on vient de voir quelles vont être leurs températures d'ébullition. Ça pourrait fonctionner aussi avec la température de fusion marquée. Quand c'est solide, c'est que les molécules s'attirent énormément puis ne peuvent que vibrer. Puis plus tu chauffes, plus ils vibrent. Puis rendu à une certaine vitesse, à une certaine température, là, ils ont suffisamment d'énergie pour tourner les unes autour des autres. Ça devient liquide. Puis plus vous chauffez, plus ça tourne vite jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment d'énergie pour vaincre finalement l'interaction intermoléculaire puis partir à l'état gazeux. Puis si vous refroidissez, les particules vont aller de moins en moins rapidement. Donc quand ils vont se rapprocher, ils n'auront plus la vitesse nécessaire pour rester à l'état gazeux. Fait que les molécules vont redevenir liquides. Et plus vous ralentissez, maintenant, quand ils vont s'aligner le plus vis-à-vis le moins, ils n'auront plus l'énergie nécessaire pour essayer, Colin, de vaincre l'attirance delta plus, delta moins. Fait que tout ce qui va rester, c'est les mouvements de vibration. À l'état liquide, tu as vibration et rotation. Puis à l'état gazeux, tu as translation, tu as vibration et tu as rotation. Bon, je reviens à mes molécules. Voici une liste de molécules composées ioniques. Êtes-vous capable de m'y mettre en ordre croissant de température d'ébullition? Pour ça, on va revenir un peu en arrière. Regardez bien. Quand on avait des composés ioniques, eux autres, c'était les derniers à bouillir. Il faut chauffer énormément pour que ça bouille. À taille équivalente, les molécules non polaires bouillent bien avant les molécules polaires. Ensuite viennent les composés ioniques. Mais il y a ceux-là qu'on n'a pas vus. C'est quand un composé est fait de liaisons covalentes. Prenez le diamant, par exemple. Prenez le diamant puis allez le vendre. Vous allez vous faire plein d'argent. Non, c'est pas ça. Prenez du diamant. C'est juste du carbone. C'est avec des liaisons carbone-carbone, comme ceci, comme vous le voyez ici. Toutes les images ici viennent du Illy Petrucci. Fait que tous les carbones ici s'attirent, alors que dans du graphite, c'est un petit peu plus cheap que du diamant, mais c'est composé exactement des mêmes choses. Ça reste juste du carbone, mais qui sont alignés d'une façon linéaire, avec un carbone associé à trois autres carbones, associé à trois autres carbones, et ça fait des strates comme ça. Fait que vous avez un premier... Il me reste juste ça comme mine, il ne faut pas que je la perde. Vous avez une première strate de carbone. Fait que dans votre graphite, en fait, une molécule de graphite, on appelle ça du graphène. Dans une molécule de graphène, chaque carbone est relié à trois autres carbones avec des liaisons simples, liaisons doubles. Il y a de la résonance. Pendant que lui peut sauter là, lui va sauter là. Pendant que lui va sauter là, lui va sauter là. Fait qu'il y a moyen de faire quelque chose qui va conduire l'électricité avec ça. Mais bref, vous avez tout plein de carbone qui continue comme ça quasiment à l'infini. Puis vous pouvez avoir une épaisseur, une deuxième épaisseur, une troisième épaisseur, une infinité d'épaisseurs de graphène comme ça, et ça forme du graphite, ça forme du charbon. La base du charbon, c'est ça, c'est tout plein de couches de graphène qui sont les uns par-dessus les autres. Donc, dans le cas du graphite, lui, ça bouille à 4300 degrés Celsius, et dans le cas du diamant, lui, il bouille à 4827 degrés Celsius. Donc, le diamant, c'est beaucoup plus difficile à faire bouillir que du graphite. C'est pas pour rien. Parce que dans le fond, là, dans le cas du diamant, là, il faut briser toutes les liaisons. C'est plus des forces intermoléculaires qu'il faut briser, c'est des forces intramoléculaires. Là, ça, c'est tough à briser. C'est des liaisons covalentes qu'il faut briser. Alors que dans le graphite, les particules de graphite sont plus petites relativement au diamant. Le diamant, c'est en 3D, c'est une grosse particule. C'est pas une grosse particule, mais une grosse molécule. Alors que du graphite, c'est plusieurs molécules qui sont les unes par-dessus les autres. Fait que plus la taille de votre molécule est grosse, là, plus ça va être difficile à faire bouillir parce que, Colin, c'est toutes les liaisons covalentes qu'il faut briser, contrairement au graphite où là, on a plusieurs molécules qui sont les unes sur les autres. Il y a aussi la surface de contact qui joue. Là. Dans votre graphite, il y en a tout plein, alors que dans le diamant, il y en a pas mal moins. Fait que quand vous avez des composés faits essentiellement de liaisons covalentes, comme le graphite, comme le diamant, eux autres, ça va être les derniers à bouillir, parce que les forces intermoléculaires, c'est pas juste des forces intermoléculaires, c'est des forces intramoléculaires. Fait que c'est des liaisons covalentes qu'il faut briser. Fait que quand vous voyez une séquence comme celle-ci, puis vous voyez graphite à quelque part, bien, Colin, lui, il va bouillir en dernier. Ensuite, vous avez KBr. Bien, K,
c'est un métal, Br un non-métal, c'est donc un composé ionique. Fait qu'habituellement, les composés covalents, ce sont ceux qui bouillent en dernier, suivis des composés ioniques. On a-tu d'autres composés ioniques là-dedans? K2O, c'en est un autre. K2O, hein, c'est métal, non-métal, sauf que oxygène, c'est 2-, Br, il est moins. Ça veut dire que le graphite va bouillir en dernier, suivi du K2O, parce qu'on a 2 charges dans les composés ioniques. Plus on a de charge, plus il s'attire que quand on en a juste un plus avec juste un moins, comme dans le cas de K+, KBr. K+, Br-, par rapport à K+, O2-. Lui, il va bouillir après le KBr. Et on a KCl aussi dans les composés ioniques. Fait que lui, il a juste un moins, Cl-, Br-. Fait que Br- et Cl- vont bouillir avant K2O2-. Parce que lui, il a 2 charges. Reste à savoir, ça va être quoi la différence entre KBr et KCl. Fait que KBr, tout le monde s'attire à cause des charges. Puis dans le cas de KCl, ils peuvent s'attirer pas mal plus parce qu'ils sont beaucoup plus... Le Cl est beaucoup plus petit que le Br. Fait que la distance entre les charges est plus grande ici qu'ici. Dans notre tableau périodique, le brome est plus bas que le chlore. Donc, le brome, c'est un atome plus gros. Donc, ici, KCl, ça va prendre plus de temps à bouillir que le KBr parce que l'atome de Br est plus gros que l'atome de Cl. On a donc le graphite, suivi du K2O, suivi du KCl, suivi du KBr. On peut prédire après ça CH3, CH2, CH2, ça c'est tout non polaire, non polaire. On a un OH ici, C2, CH4, OH, ça c'est polaire. Fait que ça risque d'être les molécules polaires là, qui vont suivre. Il y a HCl, il y a C2, fait que HCl, ça c'est une molécule polaire. Il y a C2H4, OH2, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On a celle-là aussi, C2H5, OH, qui ressemble à ceci. Ce sont toutes nos molécules polaires. Ici, la différence d'électronégativité, c'est quoi? Bon, le H, c'est 2,1. Le O, 3,5. Une différence d'électronégativité de 1,4. Ici, entre le H et le Cl, 0,9. Donc, on peut s'attendre qu'eux autres vont bouillir plus tardivement que celui-là, à cause de la différence d'électronégativité. On va voir d'autres règles dans les molécules polaires. On va voir les ponts H, entre autres. Je pense que vous les avez vus en biologie avec Valérie. Mais grosso modo, pour l'instant, juste la différence d'électronégativité nous fait prédire que ces deux-là vont bouillir après HCl. Fait qu'on ne sait pas encore lequel des deux. Il va y avoir 1, 2, mais après ça, HCl va venir ici dans notre séquence. Où plus on monte, plus la température d'ébullition augmente. Bon, puis entre ces deux-là, ça va être quoi? Lui, il y a plus de delta plus, delta moins que lui, n'est-ce pas? Ici, la différence d'électronégativité faisait en sorte que ça faisait des petits delta plus, petits delta moins par rapport à ici, où lui, il avait un bon delta moins, un bon delta plus, lui un bon, ainsi de suite. Fait que ça faisait en sorte qu'eux autres vont bouillir plus tardivement que ceux-là. Mais comme lui a davantage de charge partielle que celui-là, vous prenez un bécher de tout plein de ces molécules-là, ils vont s'attirer davantage que si vous avez un bécher de tout plein de ces molécules-là. En celles-ci, ben, ils ont moins de delta plus, delta moins pour s'attirer que ici. Fait que le dernier qui va bouillir entre ces deux-là, ça va être celui-là. Parce qu'il y a davantage de charge partielle. Tout ça, là, ce sont des règles générales. À travers tout ça, là, des fois, il y a des exceptions. Ça arrive, mais ça donne une idée. T'sais, sans avoir à sortir de livre, si on connaît grosso modo qu'il y a les molécules composées essentiellement de liaisons covalentes, les composés ioniques, les molécules polaires, les molécules non polaires, il y a moyen grosso modo de prédire à peu près comment ils vont se comporter. Fait que là, il nous reste les molécules non polaires. On a affaire à 3, 4, 5 carbones pour lui. 3, 4, 5. On a affaire à 2 carbones pour l'autre. Puis finalement, le CH3, CH, CH3 en dessous. Celui-là ici, il ressemble à ceci. Donc, 3 carbones ici. Fait que je fais mes 3 sommets.
un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Puis notre 4e carbone est ici, Mathieu Sommet. Qu'est-ce qui va bouillir en premier? Un bécher rempli de cette molécule-là, un bécher rempli de cette molécule-là, ou un bécher rempli de cette molécule-là. Bien, flûte. Peu importe si c'est compact ou linéaire, eux autres, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Eux autres, ils ont 1, 2, 3, 4 carbones. Eux autres, ils ont 2 carbones. Fait que eux autres vont bouillir plus tardivement parce qu'on sait que dans les molécules non polaires, ce sont les molécules les plus lourdes, les plus grosses, qui vont bouillir en dernier. Fait qu'on a CH3, CH2, 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 CH3. Suivi de CH3, CH, CH3, on a CH3 aussi. Puis finalement, notre méthane. Non, c'est pas vrai, c'était de l'éthane. CH3, CH3. Comme ceci. Fait qu'on a pu mettre notre séquence de molécules, de composés, en ordre croissant de température d'ébullition, sans avoir à ouvrir de livre, en sachant grosso modo si ça allait être des forces ioniques, des forces de molécules polaires, des molécules non polaires.